Bienvenue dans la plus grande démocrature européenne. Le séisme politique attendu en Italie a fini par se produire. Giorgia Meloni, la candidate du parti Fratelli d'Italia, est arrivée première aux élections. En 2018, son parti n'avait remporté que 4,4% des voix. 4 ans plus tard, les Fratelli d'Italia ont culminé à 26%. Une réussite politique pour ce parti dont la création remonte à 2012. Par contre, l'héritage du parti, lui, fait polémique. Fondé en 1946 sur les ruines du parti fasciste de Mussolini, le Movimento Sociale Italiano, le MSI, en a repris le flambeau littéralement. Ils en ont même pompé le logo, tout comme le Rassemblement National d'ailleurs. Bref, le MSI, un parti néofasciste, finit par changer de nom et devint l'Alleanza Nazionale dans lequel Meloni milita dans ses jeunes années. Aujourd'hui, Giorgia Meloni arrive aux commandes d'une coalition de centre et d'extrême droite qui gouvernera l'Italie dès qu'elle sera parvenue à former un gouvernement qui nécessitera ensuite l'aval du Parlement italien. En fait, son parti, les Fratelli d'Italia, a formé une alliance avec la Lega de Salvini et Forza Italia de Berlusconi. À eux trois, ils totalisent 60% des sièges à la Chambre des députés et au Sénat. Aujourd'hui, c'est la troisième puissance économique européenne qui est tombée aux mains de l'extrême droite. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir de l'Italie et pour le reste de l'Europe ? Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Ce discours au relent populiste et nationaliste a valu à Meloni d'être considérée comme d'extrême droite. En fait, Meloni n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une novice de la politique. On vous le disait tout à l'heure, elle a milité dans des mouvements étudiants post-fascistes avant d'être élue députée en 2006 pour le parti Alleanza Nazionale. En 2008, elle entre au gouvernement del Cavaliere, Signore Berlusconi, pour prendre la direction du ministère de la Jeunesse. À 31 ans, elle devient la plus jeune ministre de l'histoire du pays. Elle reste ministre jusqu'à fin 2011, lorsque Berlusconi est contraint de démissionner dans le cadre d'une crise économique et sociale majeure. L'année suivante, Meloni fonde les Fratelli d'Italia. Sur l'échiquier politique, il s'aligne sur le parti de droite radicale, la Lega de Matteo Salvini. Jusqu'à très récemment, les deux entités partageaient leur défiance des institutions européennes à travers un eurosceptisme très marqué. Du coup, pas étonnant que Bruxelles se soit inquiété de la victoire de Meloni aux élections législatives italiennes. Les Fratelli d'Italia rejoignent la cohorte des partis conservateurs et réformistes européens, une formation constituée de partis de droite et d'extrême droite avec une représentation au Parlement européen. On y retrouve notamment le parti polonais Droit et Justice, le PiS, mais aussi les Espagnols Vox et les démocrates de Suède. Bruxelles a peur que l'Italie, la troisième économie européenne, adopte une attitude de désobéissance comme ses homologues polonais du PiS et le hongrois Orban. Giorgia Meloni et le retour du fascisme. Comment l'Italie en est arrivée là ? Le joker d'extrême droite Giorgia Meloni puise dans le souhait des Italiens d'un changement radical. Giorgia Meloni est un danger pour l'Italie et pour le reste de l'Europe. Meloni adresse un clin d'œil à ses précurseurs politiques néofascistes avec les slogans de l'ère Mussolini: Dieu, patrie, famille. La presse n'y est pas allée par quatre chemins. Meloni est une néofasciste et l'Italie a basculé à l'extrême droite. Alors, ces accusations, elles sont fondées ou pas ? Est-ce qu'il y a des éléments substantiels pour affirmer que Meloni est une néofasciste ? Et si c'est le cas, est-ce que la vie démocratique italienne est en danger ? Un lourd héritage. Meloni, elle n'est pas arrivée au pouvoir par hasard. Les Italiens en ont gros, mais alors très gros sur la patate. Mais le parti de Meloni a été le seul à ne pas participer au gouvernement de son prédécesseur Mario Draghi, ce qui explique en partie la popularité de Meloni.
Et puis, il y a le volet économique. Au cours des 20 dernières années, l'économie italienne a réalisé l'une des pires contre-performances dans le ranking des pays industrialisés. Le PIB par habitant italien était plus faible en 2019 qu'il ne l'était en 2000. Sa dette publique, la 5e la plus élevée au monde, s'élève à environ 145% de son PIB. C'est le deuxième ratio le plus élevé de la zone euro après la Grèce. L'inflation est à la hausse, le chômage chez les jeunes est supérieur à 20% et l'intégration des femmes au marché du travail laisse encore à désirer. En 2021, le déficit était à plus de 7% du PIB et il devrait dépasser les 5% d'ici la fin de l'année. La croissance économique du pays est quasiment inexistante et on s'attend à ce que la situation générale empire ces prochaines années. L'Italie fonce droit dans le mur. Elle doit rectifier le tir, sinon c'est la faillite. Alors, inévitablement, ça a impacté sur le niveau de vie des Italiens. Pour s'en sortir, l'Italie doit réformer son économie, surtout du point de vue fiscal et réglementaire. Le gouvernement doit réorganiser son budget, vu que les caisses publiques sont vides. Aujourd'hui, il n'y a que la Banque Centrale Européenne qui achète des bons du Trésor italien. Forcément, cette mauvaise santé économique est aggravée par l'instabilité politique du pays. L'Italie change de Premier ministre en moyenne tous les 2 ans. Avec une alternance aussi rapide, il n'y a juste pas le temps de mettre en œuvre des réformes politiques sur le moyen et le long terme. Les résultats n'auront juste pas le temps de se manifester que déjà on aura changé de Premier ministre. Pas évident pour l'Italien lambda qui a toutes les raisons du monde pour perdre confiance dans les institutions politiques nationales et la vie démocratique du pays. Pour contrecarrer cette méfiance grandissante, les politiciens font monter les enchères en promettant monts et merveilles aux électeurs. Des mesures démagogiques comme par exemple la hausse des retraites alors que celle-ci pèse déjà plus de 16% du PIB. Plus récemment, l'État a mobilisé plus de 66 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises à affronter la crise énergétique. Cette situation va donner du fil à retordre à Meloni. La réforme de l'économie italienne sera l'un des principaux défis auxquels sera confrontée la nouvelle chef du gouvernement. L'une des raisons principales qui explique la victoire de Meloni aux élections législatives, c'est sa position sur l'immigration. Rien qu'en août 2022, plus de 45 600 clandestins ont atteint les côtes italiennes, une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Au total, depuis 2015, près de 750 000 personnes sont arrivées clandestinement sur le territoire italien. L'un des reproches de Meloni, c'est que la moitié des migrants clandestins arrivés en Italie en août 2022, ils sont parvenus soit grâce à des ONG qui les ont récupérés sur leurs navires, soit parce qu'ils ont été récupérés en mer par la marine italienne. Le manque d'opportunités, la morosité de l'économie, le pessimisme et le découragement combinés à la hausse de la criminalité et de l'immigration clandestine, ça crée les conditions favorables pour l'arrivée au pouvoir d'une droite radicale. Les Italiens ont cédé au discours alarmiste d'un parti qui fait de l'immigration clandestine leur tête de turc. Bon, maintenant que l'extrême droite est au pouvoir, qu'est-ce que ça va donner ? Les Melonomics. Les plans de Meloni pour l'économie italienne sont à mi-chemin entre le protectionnisme et le libéralisme. Elle veut diminuer l'importation des produits manufacturés à l'étranger et la participation de sociétés étrangères au capital des entreprises italiennes considérées comme stratégiques. Par exemple, elle s'oppose au rachat de la compagnie aérienne ITA Airways par Air France KLM. Meloni souhaite aussi que l'État mobilise les fonds publics, par exemple ceux de la Caisse d'épargne et de crédit, pour prendre le contrôle de grands groupes italiens. En ligne de mire, Telecom Italia, que Meloni veut renationaliser. Après, il n'y a pas que l'Italie. L'Allemagne et la France y font exactement pareil. 19 juillet 2022, EDF. L'État annonce une renationalisation à 9,7 milliards d'euros. 22 septembre 2022, la pénurie d'énergie en Europe pousse l'Allemagne à nationaliser sa principale entreprise gazière. Une des promesses de campagne les plus populaires de Meloni, c'est celle d'une baisse généralisée des impôts pour les ménages et les entreprises. Encore une nouvelle contradiction des mouvements populistes européens. Comment l'État peut-il financer les services publics si les caisses sont vides et de surcroît, on limite ses revenus issus de l'impôt? Pour l'instant, joker. Certains membres de l'entourage de Meloni ont évoqué la possibilité de supprimer l'équivalent italien du revenu de solidarité active, le RSA, une aide qui avait été mise en place par le Movimento 5 Stelle en 2018. En Italie, le RSA, c'est entre 500 et 780 euros par mois et dont 70% des
des bénéficiaires sont dans le sud, moins industrialisés et avec un chômage chez les jeunes beaucoup plus accentué que dans le nord du pays. Ce système qui permet aux personnes dans une situation de grande précarité de joindre les deux bouts à la fin du mois coûte environ 9 milliards d'euros à la collectivité. Donc, même en le supprimant, à part la dégradation des conditions de vie de dizaines de milliers d'Italiens qui sont déjà dans une situation de grande précarité et des troubles sociaux qui en résulteraient, ça changerait pas grand chose au déficit budgétaire de l'État italien. Meloni a aussi proposé une amnistie aux évadés fiscaux avec l'espoir de récupérer 30 milliards d'euros en arriérés et en exonérant de lourdes pénalités les contrevenants. La même situation s'est déjà présentée en France lorsqu'on a exonéré de pénalités les évadés fiscaux qui avaient planqué leur argent en Suisse. Bref, encore une fois, même si ça passe, ça ne suffira pas à compenser pour le déficit public. Du coup, Meloni a pris à son compte une idée qui est débattue depuis déjà une vingtaine d'années dans la sphère politique italienne, à savoir le taux d'imposition forfaitaire. Le projet, c'est d'établir un taux d'imposition forfaitaire qui augmentera au prorata des bénéfices. De meilleurs résultats supposent une fiscalité plus avantageuse. C'est une incitation pour les commerçants à réaliser de meilleures performances qui aura un impact bénéfique sur l'économie. Cette promesse sera agrémentée par une politique familiale plus avantageuse. Plus une famille est nombreuse, moins elle devra payer d'impôts. Le fameux Dio, Patria e Famiglia. Les Fratelli d'Italia se sont aussi engagés à soutenir les entreprises pour qu'elles embauchent à travers un allègement fiscal. Bon, ça fait déjà beaucoup de promesses. Faut voir si Meloni tiendra parole. Pour l'heure, le plus gros casse-tête du gouvernement, c'est le Plan national de relance et de résilience, le PNRR. C'est la feuille de route qui permet à l'Italie d'accéder au Fonds européen Next Generation, un plan de relance post-Covid qui accorde à l'Italie près de 200 milliards d'euros. Or, l'un des arguments de campagne de Meloni, c'est qu'il est injuste et qu'il doit être remanié de fond en comble. Elle souhaite réduire le budget consacré aux énergies renouvelables pour les réorienter vers des projets d'infrastructure comme le pont du détroit de Messine qui avait été reporté à plusieurs reprises. C'est un pont suspendu plus long au monde qui devrait permettre de relier la péninsule italienne à la Sicile. Forcément, Bruxelles l'a mal pris, mais la mésentente, elle dépasse les questions économiques. Bruxelles et Rome s'affrontent sur d'autres sujets tout aussi explosifs. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. En fait, Meloni ne supporte pas le couple franco-allemand et leur contrôle sur la scène politique européenne. Un nationalisme à la polonaise ou à l'anglaise. L'Europe contre l'Europe. Notre Europe, qui a des racines chrétiennes, gréco-romaines, contre l'Europe de Macron et de Merkel. Ceux qui cherchent à accorder encore plus de souveraineté nationale aux technocrates européens. Giorgia Meloni. Mais contrairement aux partis populistes qui dénoncent régulièrement la toute-puissance allemande, Meloni a un vrai problème avec la France. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron! Je vous dis pas le silence embarrassé du gouvernement français quand a été proclamée la victoire de Giorgia Meloni. Après, les diplomates français avaient quand même eu le temps de se préparer. Silence radio de plusieurs heures au Quai d'Orsay avant la diffusion d'un communiqué. La gêne du gouvernement français après la victoire de Giorgia Meloni en Italie. L'Élysée indique respecter le choix démocratique des Italiens, qui ont voté dimanche pour la coalition de droite et d'extrême droite, en portant en tête des élections législatives un leader post-fasciste. Donc, est-ce que Giorgia Meloni est populiste? Oui. Nationaliste? Affirmatif. Conservatrice? Assurément. Radicale? Sans aucun doute. Mais on ne peut pas la considérer pour autant comme une menace pour la démocratie. Déjà, c'est accorder beaucoup trop d'importance à une seule personne. Quand le système est relativement bien foutu, il en faudrait plus pour qu'il s'écroule. Cela dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec d'autres dirigeants populistes et nationalistes, le hongrois Viktor Orban et le polonais Andrzej Duda. Mais à qui ressemble-t-elle le plus? Pour le savoir, on va déjà s'intéresser au positionnement de Meloni sur les grands conflits des années 2020. We are on the side of international law. We are on the side of freedom. And indeed, we are on the side of a proud nation
that is teaching the world what it means to fight for freedom. En simplifiant, je suis convaincue du fait que la guerre en Ukraine n'est que le point de l'iceberg d'un conflit dont l'objectif est la révision de l'ordre mondial. Si l'Ukraine tombe, si l'Occident s'affaiblit, le grand vainqueur de ces conflits, mis à part la Russie de Poutine, sera la Chine de Xi Jinping, Giorgia Meloni. On est forcé d'admettre qu'elle ne correspond pas exactement à cette image du proto-nationaliste en adoration devant Poutine. Meloni et son parti les Fratelli d'Italia ont été très clairs. Ils sont atlantistes et soutiennent l'Ukraine dans sa lutte contre l'envahisseur russe. Ils sont aussi en faveur d'une intensification des livraisons d'armement pour aider Kiev à repousser les troupes russes. Ils en ont d'ailleurs fait leur principal argument de campagne concernant le volet de politique extérieure. Et ce, malgré les contradictions au sein de la coalition. Salvini et Berlusconi sont plutôt alignés sur le Kremlin. 23 septembre 2022, Berlusconi affirme que Poutine a envahi l'Ukraine pour placer des honnêtes gens à Kiev. 1er juin 2022, l'Italien Salvini sous le feu suite à des échanges secrets avec la Russie. Des rencontres avec l'ambassadeur doivent être investiguées pour une commission parlementaire. Meloni a su imposer à ses deux colistiers sa vision pro-atlantiste, pro-Ukraine et pro-Washington. Par contre, elle est bien eurosceptique. Elle a même réclamé la sortie de l'Italie de l'UE. Soit elle est très naïve, soit elle sait que ça n'a aucune chance d'aboutir et c'est juste des paroles en l'air pour séduire l'électorat. L'économie italienne est complètement accro aux perfusions de la BCE. Si elle quitte l'UE, l'Italie ferait immédiatement faillite. À présent qu'elle arrive au pouvoir, Meloni semble faire preuve d'un peu plus de pragmatisme. Elle ne réclame plus un Italexit, mais une position dure à la table des négociations à Bruxelles. Elle a des exigences, elle compte bien les imposer au reste de la communauté européenne. Déjà, elle souhaite, tout comme son homologue polonais, que les réglementations européennes soient moins contraignantes. Elle souhaiterait que l'Italie retrouve un degré plus élevé d'autonomie et de souveraineté. À part ce point précis, pas de bouleversement radical dans la politique étrangère italienne. En revanche, c'est sa position sur l'immigration qui est la plus controversée. C'est sa détestation de l'immigration clandestine qui lui a permis de remporter la victoire aux législatives. Elle défend 3 grandes idées. Tout d'abord, elle veut mettre en place un mécanisme pour expulser des eaux territoriales italiennes les navires transportant des migrants clandestins. En premier lieu, les navires affrétés par des ONG humanitaires comme SOS Méditerranée. Ensuite, Meloni voudrait créer un réseau nord-africain pour recevoir et traiter les demandes d'asile à l'extérieur des frontières européennes. Un réseau ad hoc qui pourrait être géré par Bruxelles. Ça ressemble méchamment à l'accord passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda qui a accepté d'accueillir sur son territoire tous les migrants en attente du traitement de leur demande d'asile. Une mesure du gouvernement britannique très impopulaire et dénoncée comme contraire au respect des droits de l'homme par de nombreuses ONG. Finalement, Meloni suggère que les permis de séjour et les procédures de naturalisation prennent en compte les codes socioculturels des candidats pour déterminer le degré d'affinité avec les valeurs italiennes. En gros, pour être grossier, moins d'arabes, de noirs et de musulmans, et plus d'ukrainiens et de latino-américains, chrétiens évidemment. Ogni nazione ha diritto a privilegiare un'immigrazione più compatibile con la propria cultura. E vi faccio un esempio. In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno letteralmente morendo di fame. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. Io dico, ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela. Les migrants, les éternels boucs émissaires. Le dernier point qu'on souhaite explorer avec vous, c'est l'approche de Meloni sur les questions de société. Très conservatrice, elle affirme défendre les valeurs judéo-chrétiennes de la société italienne et qui, d'après elle, doivent codifier la politique sociale du pays. Meloni s'oppose évidemment à l'IVG, même si elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne l'interdirait pas. Elle a quand même l'intention de prendre des mesures pour faire baisser le nombre d'avortements, comme par exemple des campagnes publicitaires pour faire culpabiliser les femmes qui seraient tentées d'y avoir recours. Elle s'oppose aussi au mariage pour tous qui n'est pas encore légalisé en Italie. En revanche, elle n'est pas foncièrement opposée à l'union civile, le Pax, entre deux personnes de même sexe. Dans le même esprit que son opposition au mariage gay, Meloni est aussi contre la GPA et l'adoption par des couples de même sexe. En soi, pas de changement radical en perspective. Les choses ne vont pas évoluer ni dans une direction ni dans l'autre. Donc en soi, l'arrivée au pouvoir de Meloni ne devrait pas trop affecter les thématiques sociales. Finalement, les Fratelli d'Italia ont bien des tares, mais ils arrivent à se distinguer du parti polonais PiS, Droit et Justice, et du hongrois Viktor Orban. C'est surtout sur le volet économique que l'on pourra juger la pertinence de sa proposition politique. D'ailleurs, des membres de la coalition suggèrent que les Fratelli d'Italia pourraient placer des technocrates à certains postes clés pour apaiser Bruxelles et surtout Francfort, le siège de la BCE.
Beaucoup de médias ont présenté l'arrivée au pouvoir de Meloni comme l'apothéose du néofascisme, le début de la fin des démocraties occidentales. Chez Diplo, on considère que cette vision est un peu exagérée. Certes, il faut redoubler de vigilance et condamner toute atteinte aux valeurs qui caractérisent nos démocraties européennes. Mais a priori, pas de bouleversement vu. Reste plus qu'à voir combien de temps la coalition de Meloni tiendra. En pleine guerre russo-ukrainienne, les dissensions avec Berlusconi et Salvini pourraient faire voler l'alliance en éclats. Surtout vu le contexte énergétique. Les conflits entre différents courants de l'extrême droite la décrédibilisent. En plus, en marginalisant Berlusconi et Salvini sur la question russe, Meloni arrange le coup pour Bruxelles, Paris, Berlin et Washington. Son gouvernement ne s'inclinera pas devant le chantage au gaz de Poutine. Et ça, le reste de l'Union européenne le sait, Meloni ne pourra pas utiliser cette carte à son avantage. Maintenant, à ton tour, est-ce qu'on a sous-estimé ou surestimé le danger que représente Meloni pour la démocratie italienne? Est-ce qu'on peut considérer que son arrivée au pouvoir est un signal pour la France? Est-ce qu'on risque à présent de voir le RN accéder à la présidence française? Je vous laisse y réfléchir. Si cette vidéo vous a plu, faites-la tourner à vos potes, suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous on vous dit grazie a tutti et arrivederci.